Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues, qui est votre format ou simplement avec l'ami Corentin ici présent. Salut. On va vous parler de comics qu'on a lus. On vous l'avait promis, on sera plus régulier sur cette fin d'année quand même par rapport, voilà, un peu au grand creux estival qu'il y a eu. On s'en excuse, hein. C'est pas pour autant qu'on n'a pas lu des choses, et d'autant plus qu'on a lu énormément de choses en plus pour préparer les First Print Awards. Donc, on va essayer un peu de revenir sur des sorties plus ou moins récentes, des choses qui sont sorties en début d'année, qui sont sorties un peu pendant la rentrée, la période estivale. Et voilà, avec même une petite touche de français, on va dire, puisqu'on vous parlera à la fin de l'émission de Jaune, le slasher de Run et Rours, sorti tout récemment au label 619. Mais avant ça, une touche de science-fiction, mon ami Corentin. La politique du président. Ah, c'est ça, avec Poussière d'os de Ben Steinbeck, grand ami et collaborateur de Mike Mignola, qui a fait une mini-série en 4 numéros sortis chez Delcourt. Corentin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Eh ben, fais-le. Eh ben, si tu peux le faire, fais-le. Oui, tout à fait. Alors, Poussière d'os, c'est Our Bones Dust en Our anglais. Bones Dust, ouais, c'est une histoire de science-fiction. Tout à fait. Post-apocalyptique, qu'on pourrait qualifier de Mad Max-esque en un sens. Plutôt du côté Fury Road de la Force. Voire même du côté... Ah, merde, ce film avec Suki Waterhouse, comment s'appelait-il? Avec Jason Momoa et Jim Carrey. Mais tu m'aides pas du tout. Bah voilà. Non. C'est pas grave, mais vous voyez de quoi je parle. Googlez Suki Waterhouse, Jim Carrey et Jason Momoa et vous verrez de quoi je parle. Dans le sens où effectivement on a des tribus de cannibales en fait qui arpentent ce qui reste de la Terre, dont on comprend qu'elle a été victime d'une sorte de désastre écologique, que les ressources sont devenues de plus en plus rares, que plus rien ne pousse et que l'eau n'est plus en quantité suffisante. C'était pas l'adaptation claquée de Slumberland, justement? Non, c'est une création originale de la nana qui avait fait Anna Lilia Amirpour, qui a fait A Girl Walks Above the Night. Elle avait fait un film suivant, où justement il y a Suki Waterhouse qui joue une nana dans un désert avec un mini short en jean avec un smiley sur l'arrière, et elle se fait bouffer sa jambe par une tribu de cannibales. C'est pour ça que je faisais le rapprochement entre les deux. Et après, elle arrive dans une ville et Keanu Reeves qui est un leader qui met des nanas enceintes. Voilà. Matez ce film si vous pouvez, il est sympa. The Bad Batch? Voilà, merci, The Bad Batch. Qui n'est pas une série Star Wars, qui est un film au départ. Ok, d'accord. Donc, c'est beaucoup, là, en l'occurrence, on est sur un récit beaucoup plus déconstruit, dans le sens où, en fait, on vit ça du point de vue d'un alien. Un alien qui est envoyé à travers les galaxies. C'est même une forme d'intelligence artificielle, presque, en fait. Ouais, avec une apparence d'escargot, télépatho-humanoïdo, voilà. Qui, en fait, lui, est surtout là pour chroniquer, un petit peu comme dans Wall-E. C'est un archiviste. Il recherche la vie, il recherche est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent encore pousser, qu'est-ce qui s'est passé sur place, quels résidus bactériologiques on pourrait sauver de la planète, quelles molécules ont survécu au désastre, etc., etc. Et un petit peu comme dans Wall-E aussi, ce visiteur bien intentionné se retrouve en fait pris dans une espèce de guerre entre deux factions, et au milieu de cette guerre, un personnage qui est un peu un enfant sauvage, pareil à la Mad Max, et qui essaie d'échapper à ses poursuivants pour ne pas se faire bouffer ou tuer ou ce que tu veux. Moi, je vais dire un peu à la Willow aussi, non, je trouve. Mais, voilà. À la Willow. Ouais, Willow. C'est le vieux film là, de fantasy. Ouais. Voilà, ça me faisait un peu. Je me souviens plus de ce film, je t'avoue, mais et du coup voilà, donc c'est assez particulier, c'est très dépouillé en termes d'intrigue. Ça va à l'essentiel, ça communique son message efficacement. Il y a des péripéties, ensuite on comprend qu'en fait notre cher visiteur n'est pas à sa première visite sur Terre. Il y a un truc sur la télépathie aussi, l'évolution des espèces. C'est assez particulier, moi j'ai bien aimé. Mais je peux arrêter là mon descriptif si tu veux nous donner ton avis. Non, dis-nous pourquoi tu as bien aimé. Bah, je trouve ça cool parce qu'effectivement, le genre post-apocalyptique à la Mad Max, en fait, c'est un truc qui est quand même, à mon sens, engoncé dans des principes qui sont assez répétitifs. On a encore très régulièrement dès qu'on voit un peu de poussière et des bagnoles en rouille et des gangs qui se donnent des surnoms bizarres. Un côté A, c'est comme dans Mad Max, et en fait, il est toujours difficile de dépasser un peu le maître. Là, il y a une voie détournée qui est prise parce que justement, en fait, cette figure de l'extraterrestre qui déjà nous rappelle qu'entre guillemets, la fin de l'espèce humaine ne signifie pas la fin de la vie dans l'univers, que effectivement, il y a ce côté désespéré de on va droit là-dedans pour des raisons qui nous dépassent, j'imagine, mais enfin toi et moi, je veux dire, on va droit vers l'apocalypse, vers l'effondrement, mais ça veut pas dire que la planète elle-même pourra pas réapparaître. Il y a un côté, et c'est
bien distillé, je trouve, où les nouvelles graines de la vie sont plantées au cours du récit, et où même il y a, je trouve, peut-être en fait un côté un peu... c'est compliqué à décrire ça sans spoiler. Enfin, grosso modo, il y a un vilain dans cette BD qui évoque pareil le côté IA, le côté c'est le marketing qui a détruit l'univers, c'est l'économie qui a détruit cet univers. C'est en fait la logique corporatiste, un peu comme dans l'épisode de Black Mirror où il reste l'espèce de chien de Boston Dynamics qui continue à traquer en fait les humains alors que très clairement il y a plus d'humains et la boîte qui s'est programmée devrait juste leur dire d'arrêter. Il y a un peu ce côté-là aussi, genre la machine en fait qui continue, et la machine au sens allégorique du terme, c'est-à-dire la machine, c'est le capitalisme, c'est la société, c'est la destruction de l'homme par l'homme, etc. Continue à produire alors qu'elle a plus aucune raison en fait de continuer son activité. Et ce combat entre voilà le dieu un peu escargoesque qui fait très clairement voilà peut aussi renvoyer à des mythologies X ou Y, et ce robot là, enfin c'est je trouve il y a des belles scènes, il y a des belles idées, mais c'est toujours très peu rentre dedans, tu vois. C'est, on va pas te dire voilà j'ai fait ce comics là parce que si, parce que ça. C'est très démonstratif, c'est à toi de te faire tes conclusions en fait quand tu lis l'album. Il y a des petites facilités par-ci par-là, à mon sens la fin est trop rapide. Ouais. Ça aurait mérité plus. C'est le principal écueil à mon sens voilà. de cet album. Ça aurait mérité plus de texte, plus de contexte aussi, peut-être plus de détails, mais en même temps c'est aussi ce côté un peu silencieux qui fait la force du récit. Maintenant, ça reste un comic, ça reste un objet qui est cher, et je peux comprendre que quelqu'un qui sortirait de l'album pourrait être un peu resté sur sa faim, notamment du point de vue du protagoniste. Alors je sais plus si c'est un garçon ou une fille, mais c'est un garçon. C'est un garçon, voilà, du protagoniste enfant sauvage. Ou même du espèce de bout de civilisation que l'humanité essaie de reproduire malgré l'effondrement. Il y a plein de bonnes idées qui pour moi auraient mérité d'être un peu plus extrapolées, mais telles quelles, si on le prend comme un petit projet de SF, un peu comme pour Kali. Bon, il y a pas la mise en scène de Kali qui pour moi est déjà suffisamment merveilleuse pour mériter un achat, mais un peu comme Kali, on peut se dire oui bon, effectivement, si on veut une histoire construite avec un arc scénaristique complexe et compagnie, c'est pas là qu'on va aller. En revanche, si on aime bien la SF un peu à la Métal Hurlant, parce que c'est pareil, quand on regarde les histoires courtes de Moebius à l'époque, il y avait parfois des récits qui avaient beaucoup de potentiel et qui s'arrêtaient en l'espace de quelques pages, parce que c'était une idée qui était lancée comme ça, pour le plaisir du crayon, pour imaginer une scène, 2 scènes, 3 scènes. Là, c'est un peu ça, on a mis un enchevêtré de scènes, on n'a pas du tout envie d'être explicite sur ce qu'on a envie de raconter proprement. J'aime bien aussi la petite bromance entre le visiteur et son commandant de bord, on va dire. Il y a plein de trucs que moi je trouve vraiment brillants et réussis. Je pense que ça aurait sa place avec certains tomes du Shaolin Cowboy, sur le côté un peu justement les héritiers de Mad Max par des artistes qui ont juste envie de se faire plaisir à poser des idées un peu absurdes dans ce genre d'univers. Évidemment, Geoff Darrow c'est plus comique et plus action, mais il y a ce côté un peu, cette même poésie je trouve, et cette même envie un peu bizarre, tu vois, de créer des créatures, des concepts qui ne sont possibles qu'en BD. Donc ouais, non, moi je te dis, je me suis bien régalé. Bon, ceci étant, encore une fois, je sais pas à combien il est, mais 18,50 €. Voilà, je sais pas si j'aurais payé 18,50 € pour le lire, parce que même si j'aime beaucoup Ben Stanbeck, il a fait beaucoup de comics, et il manque à mon sens peut-être 1 ou 2 ingrédients en plus pour que ce soit vraiment un plat qui régale. Là pour moi c'est un bon plat, c'est un bon plat original, j'ai pris plaisir à le manger, mais c'est, tu vois, il me manque peut-être un truc pour délayer la sauce qui ferait que ce serait encore mieux, tu vois. Ouais. Voilà. Peut-être genre un twist à la fin, un truc comme ça, tu vois, je sais pas. Non, mais parce que de fin, ouais, comme tu dis, qui est une conclusion un peu abrupte, voilà, c'est qu'elle pourrait aussi appeler à quelque part à une suite aussi, en fait, quand tu vois ce qui se passe aux suites de. Ouais. Mais en l'occurrence, qui n'est pas prévu forcément et qui n'est pas. Après, tu sais, je trouve que ça rejoint vraiment ce genre de truc qu'on note à chaque fois quand c'est des œuvres de dessinateurs qui deviennent auteurs complets, et où toi-même tu t'as souvent cet argument de dire mais en fait peut-être qu'ils sont pas aussi forts, en tout cas enfin qu'ils auraient pu être assistés en fait d'un scénariste qui connaît peut-être certaines choses dans l'écriture pour pouvoir pousser l'histoire, ou pour pouvoir trouver un propos ou une intrigue qui aille un petit peu plus loin, ou qui au moins retombe mieux sur ses pattes dans son dernier chapitre. Parce qu'après c'est vrai que l'intérêt de Poussière d'Os, le principal intérêt, c'est le dessin de Steinbeck, tant pour les designs de la créature, mais aussi je trouve dans la mise en scène, dans le découpage, la finesse du trait, c'est hyper efficace. Pour ceux très beau, hein. Ouais, pour ceux qui aiment aussi l'action très brutale, c'est aussi très brutal, c'est quand même aussi un peu du récit de survie, hein, clairement. Le gamin essaie vraiment de survivre aux pires choses qui existent dans cet univers. Donc t'y vas pour le voyage graphique, mais
effectivement sur le pur côté scénario, et t'as beau avoir effectivement le personnage de Lia aussi, enfin avec cette mécanique absurde de vouloir continuer à faire des recherches à documenter alors que techniquement il y a plus rien avant. Enfin tu peux dire mais en fait les humains sont terminés à quand même vouloir en fait s'accrocher. Et je sais pas si c'est Steinbeck qui essaie quand même aussi de se dire en fait on a fait des belles choses. Et même quand tout cela aura disparu, il faut essayer de garder en mémoire en fait les belles choses qui ont été faites, tu vois, dans ce genre de là. Alors que dans le fond, en fait, t'es juste à la situation où, dans l'apocalypse, en fait, le seul truc qui te reste à faire, c'est de survivre à quoi qu'il se passe. D'ailleurs, c'est un peu désespérant de ce point de vue, enfin désespéré de ce point de vue. Ouais. Mais par rapport au format, ce que tu dis est intéressant. Faut quand même se rappeler que Steinbeck, c'est le bras droit de Mike Mignola, on peut le résumer comme ça. Ça ressemble en fait à une histoire au niveau de l'économie de moyens qui est déployée, et de s'en remettre à la force évocatrice de l'image, ou même simplement à réduire les dialogues autant que possible, voire à conclure brutalement. C'est un problème, on peut considérer que c'est un problème qu'ont beaucoup en fait de comics justement de Mignola, où pareil t'as parfois des fins un peu sèches, des moments un peu abrupts qui viennent casser en fait le côté grande saga, grande épique et tout, pour en revenir à un truc beaucoup plus intime, beaucoup plus silencieux, qui parle sans te parler, tu vois. Du coup moi ça me choque moins. En fait, j'ai lu beaucoup de one-shot de Hellboy où pareil, il va dans une maison, il parle à un fantôme et puis il se casse, tu vois, et puis t'auras rien d'autre. Et tu te démerdes avec ça. Ouais, donc toi, t'es plus habitué à cette formule. Voilà, donc effectivement, je peux comprendre que ça paraisse un peu sec, mais c'est le cas aussi pour moi, hein. En fait, j'aurais envie de m'investir plus dans cet univers-là parce que je pense qu'il y a des choses à dire, ou à montrer qui n'ont pas été montrées. Peut-être parce que je pensais à Walib sur le côté, en fait, t'as le robot Eve qui vient pour chercher justement les traces de la vie. Et qui pareil a ce côté un peu intelligence supérieure dans un monde où il y a plus d'humains parce qu'on a fait de la merde quoi en fait simplement. C'était plus la surconsommation dans Walid à propos que l'écologie, mais il y a un peu des deux. Ouais, ça c'est intimement lié quand même, hein. Ouais, et, tout à fait. Mais t'as le générique à la fin de Wall-E. Et à la fin de Wall-E, le générique c'est juste des images en fait où on imagine que c'est les peintures qu'ont fait les premiers humains qui sont réapparus sur Terre. Peut-être qu'on aurait pu finir là-dessus pour donner une autre perspective plus ouverte, parce que là c'est vraiment fin. Tu vois, c'est fin et vas-y, démerde-toi quoi. Mais bon, pour moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. J'ai quand même, encore une fois, bien apprécié la sauce. Voilà, donc à lire pour celles et ceux qui savent dans quoi ils s'engagent. Et donc, c'est disponible en librairie. Hein, c'était sorti en septembre. C'était sorti pour la rentrée. Ça faisait partie des indés de septembre. Donc, aux éditions Delcourt pour 18,50 €. On remonte dans le passé avec un titre qu'on chronique avec du retard. Et ça se trouve, ça ne sert plus à rien puisque tout le monde est passé à côté, je pense. Enfin, je sais pas. Enfin, j'en sais rien. Love Everlasting. Non, ça sert pas à rien. Moi, j'ai plein de choses à dire. Ah, et ben moi je serais curieux parce que vous le savez, moi j'ai le plaisir d'avoir traduit cette série, en tout cas d'avoir traduit les deux tomes de la série. Non, c'est Tom et Elsa, c'est pas deux tomes. Oui, c'est vrai, pardon, c'est Tom King et Elsa Chartier, mais pas excellent, mal. Merci, On est sur une bonne vanne. Mais justement, c'est pour ça que de rire là. Que en général moi j'adopte une ligne de conduite où j'évite de critiquer en tant que tel parce que voilà parce que si je dis que c'est bien les gens vont faire mais oui mais tu essayes de gagner 0,5% de droits d'auteur sur la vente de chaque tome. On s'en fout là, il s'est tollé le projet de toute façon donc je sais pas, oui, c'est pas un truc qui a énormément. Tu vas donner ton avis, arrêtez de me laisser faire des monologues tout seul. Très bien. Moi je trouve qu'il est cool ce tome. Et voilà, je suis d'accord avec toi. Je l'ai préféré au premier, même si pour ceux qui n'ont pas aimé le premier, ce sera vraiment pire parce qu'en fait si vous vous rappelez, le premier c'était quand même un enchaînement de scénettes en fait, de succession de scènes qui reprenaient toujours ce même modèle en fait qui est l'idée de départ, c'est et si en fait l'héroïne des comics de romance des années 60 en fait ça avait toujours été la même personne, et donc avec Johan Peterson qui est emprisonné dans un cycle sans fin d'histoire d'amour et dès que l'amour est trouvé, un cowboy arrive pour la buter et elle redémarre un nouveau cycle. C'est Code Quantum. Voilà, ouais, mais je l'ai pas vu, c'est pour ça que j'ai jamais cette référence. Les gens ont vu Code Quantum. Ouais. Les gens normaux. Ouais. Un jour sans fin / Code Quantum. Voilà, le jour sans fin, je l'ai plus. Et donc, en fait, dans Love Everlasting, tome 2, en fait, c'est reprendre le principe d'un de ces mini-chapitres qu'il y avait dans chaque numéro du tome 1. Sauf qu'on va étendre, en fait. Et en fait, on va faire un cycle complet, c'est-à-dire que les 5 numéros sont un cycle, c'est un nouveau cycle complet, et qui va voir, en fait, John Peterson vivre l'histoire d'amour jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'au moment où, en fait, où son prétendant va lui dire « je t'aime, marions-nous », et d'habitude devrait intervenir le cowboy et de tout devrait recommencer, là, en fait, non, il se passe rien. Et donc elle va se marier, elle va avoir des enfants, elle va fonder une famille, elle va vivre en fait tout jusqu'au bout, tout ce qui peut se passer dans une vraie vie de couple, dans une vraie histoire d'amour, mais est-ce vraiment d'amour alors, et en même temps avec des souvenirs parfois de ces présentes histoires qui vont parce que en fait ce que tu as oublié de dire c'est qu'elle prend conscience
dans le tome 1, en fait, à force. Oui, qu'elle prenait. Oui. Et là, en fait, elle connaît les règles, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Elle sait quel est le personnage qu'elle est. Quand elle apparaît dans cette nouvelle vie, elle a les souvenirs, elle a le rôle qui va avec. Mais elle a conscience, en fait, que maintenant, c'est un cycle qui se répète sans cesse. Ça, ouais. Et qu'elle est un personnage de fiction, entre guillemets. Enfin, pas qu'elle est un personnage de fiction, mais qu'elle est un personnage, dans un cycle, en fait, dans un cycle qui n'est pas censé être naturel, que c'est pas une vraie, qu'elle ne vit pas sa vraie histoire. Et donc, voilà, et en même temps, elle va quand même s'en tenir à son rôle aussi de femme au foyer. Elle va vivre des choses très douloureuses, notamment. Enfin, il y a un chapitre qui est particulièrement douloureux quand même dans ce que ça raconte, et c'est un exercice, c'est vraiment l'exercice de style, quoi. C'est un pur exercice de style poussé à son paroxysme par rapport au premier tome, sur lequel moi j'ai trouvé, notamment avec la conclusion, que c'était assez fort, parce que justement ça amène normalement vers, en fait c'est le cycle de trop, quoi, tu vois, c'est celui qui va faire le déclic. Mais on verra si t'as lu, je sais pas si tu suis la série en VO, que ça prend encore une autre direction pour le tome 3. Mais voilà, donc super brillant. Il y a le numéro 7 qui a un découpage complètement fou de Elsa Chartier. Mais quasiment tous les numéros de découpage. Mais de découpage. Ouais, mais le 7 pour moi c'était vraiment. Quand elle fait sa crise d'anxiété là. Ouais. Incroyable. Avec toutes les petites cases là, le découpage en 16 cases et tout ça. Il y avait vraiment trop de trucs, et mais du coup je te laisse te donner ton avis. Non, mais on est assez complémentaires. T'es pas moins objectif que moi. C'est assez complémentaire. Vous avez juste un temps, parce que, petite parenthèse, quand Arnaud milite activement pour travailler sur un projet, c'est parce que ce projet, lui, il l'a lu au préalable et que ça lui plaît. C'est pas genre Arnaud veut travailler sur un projet pour ensuite en dire du bien parce qu'il touche de l'argent dessus. C'est complètement ridicule. Ce fantasme, si vous l'avez, changez de podcast, vous êtes ridicule. Stop, ça suffit maintenant. On est juste des passionnés de BD. Et vu ce que ça te rapporte de faire une traduction, je veux pas donner des chiffres ou quoi, mais vous inquiétez pas que c'est pas avec ça qu'il va se payer une Rolex. Voilà. Ceci étant dit, excuse-moi, ça m'énerve que des gens puissent penser ça. Voilà. Donc, ceci étant dit, effectivement, moi, j'ai adoré cet album. Vraiment, je le trouve juste simplement génial. Vrai putain de coup de cœur. Parce que le premier, comme tu dis, en fait, il y avait ce travail d'imitateur que Tom King aime bien faire. Tom King, c'est aussi un amoureux des structures. Hein. Depuis toujours, il a ce côté formaliste. Formaliste, ça veut dire du coup qu'il aime bien travailler la forme d'une œuvre. Quand il nous parlait justement des Omega Men, où il avait essayé de faire ses numéros en miroir entre le premier arc et le deuxième arc, avec les structures de cases qui se répondaient et tout. Quand on voit Mister Miracle, c'est pareil, il y a un gros travail qui est fait sur la composition, sur la technique de mise en scène entre les plages civiles et les plages New Gods. Mais là, en fait, ça marche beaucoup mieux parce que justement, c'est un comics qui parle de l'histoire des comics. En tout cas, c'était le cas dans le premier tome. On avait ce travail d'imitateur qui venait prendre en fait cette naïveté, cette espèce d'obstination à produire un seul modèle féminin pour l'exploser. Et te dire qu'en fait, le simple effet de prendre en fait ces numéros de Romance Comics qui étaient tellement répétitifs que ils étaient interchangeables et c'était toujours structuré pareil, et de dire mais c'est comme si justement c'était le cauchemar réveillé d'un personnage féminin qui était la même héroïne, parce que comme encore une fois c'est toujours le même genre de nana qui vit cette aventure, imaginons que ce soit réel, imaginons que ce soit vraiment une prison dans laquelle on a mis l'image de la femme pour en fait l'obliger à n'avoir aucun destin en dehors de son rapport au personnage masculin de qui elle tombe amoureuse. Et ça c'est déjà super intéressant. À côté de ça justement Chartier qui avait cette espèce de côté un peu pop art où elle allait reprendre dans les colos de l'époque, elle allait reprendre dans les techniques de découpage de l'époque la fameuse première planche qui te résume grosso modo l'intrigue du numéro, et qui là va clairement justement chercher Lichtenstein, qui est un artiste peintre américain qui a en fait plagié et repris beaucoup de romance comics pour ses fameuses toiles, et c'est pour ça qu'il est très mal vu dans le monde des comics. Là on a vraiment une utilisation du pop art dans le découpage, le choix des couleurs qui est juste brillant. Pareil, on sait que Chartier est une artiste très formaliste qui aime beaucoup utiliser le découpage pour faire sentir des impressions, des idées, une force structuraliste en fait qui marche super bien, et c'est mirobolant dans cet album-là. Couleur de Matt Hollingsworth. De Matt Hollingsworth, bien sûr. Au niveau de ce que ça raconte, en fait, le potentiel, il est encore mieux parce que dans le premier, c'était plus ou moins une critique en fait de la féminité en bande dessinée. C'est-à-dire d'où viennent les femmes dans les comics. Et donc on nous montre un petit peu le genre qui a apporté le plus de personnages féminins de l'histoire, à l'époque où les éditeurs pensaient, sans certainement à raison d'ailleurs à l'époque, s'adresser à ce lectorat particulier, et voilà ce qu'on leur proposait. C'était ça en fait le sujet du début pour moi de Love Everlasting. Là c'est autre chose, là on va vraiment chercher Joan dans ce truc de
elle connaît les règles. Maintenant, elle a appris que si elle veut en fait se débarrasser d'un contexte qui ne l'intéresse pas, en l'occurrence, là c'est celui des années 60, ça commence en 63, et l'intrigue va rester d'ailleurs figée en 63 malgré le passage du temps. Donc, il va jamais y avoir les années 70 ni rien, ça va rester bloqué dans cet imaginaire esthétique. Ça l'intéresse pas, donc elle se dit, écoute, on va directement aller à l'étape suivante, je vais me trouver un gars de Joe, lui dire que je l'aime, l'épouser, et là le cowboy va arriver, il va me décapiter avec son flingue, et je passerai à les trucs suivants, et on verra, parce que ça m'énerve, j'en ai marre de jouer à ce jeu, d'être l'objet d'une perversion sadique qui m'oblige à répéter ce cycle encore et encore. Et là, ça marche pas. Et rapidement, tu comprends, en fait, que dans le narratif global, ça signifie que, en fait, c'est parce qu'elle n'est pas vraiment amoureuse du mec. Elle se force pour échapper au contrôle de ses créateurs. Et là commence une allégorie qui est vraiment géniale, en fait, c'est celui de la femme qui se marie parce que c'est la chose à faire. Si tu déplaces l'allégorie, en fait, c'est littéralement, en fait, une jeune femme qui va se marier pour quitter la maison familiale, pour devenir indépendante et pour commencer une nouvelle vie. C'est ce qu'elle espère faire quand elle se met avec Don au début. Sauf que ça ne marche pas. Et elle s'aperçoit rapidement, en fait, qu'elle n'est pas heureuse en couple. Et elle trouve ça bizarre. Et comme elle sait qu'il faut qu'elle soit amoureuse, il faut qu'elle soit amoureuse de son mari pour pouvoir en être libérée, elle va essayer de se forcer. Et il y a un vrai putain de propos sur l'amour non, enfin comment dirais-je, le mariage malheureux. En fait, tu vois, le fait d'être en couple avec quelqu'un qu'on n'aime pas, d'essayer de se forcer, de se sentir coupable, l'abandon en fait de sa psyché personnelle parce que ça lui provoque une grave dépression nerveuse en fait parce qu'elle a des enfants avec cet homme qu'elle n'aime pas et elle ne se sent pas proche de ses enfants parce qu'ils ne sont pas nés dans l'amour. Et en plus qu'il y a aussi ce truc très bizarre, tu sais, qu'ils sont toujours la même année. Ouais. Donc en fait ils évoluent et il y a ce truc vraiment qui est super glaçant de dire mais en fait c'est une prison temporelle. C'est ça, mes enfants genre sont à la fac et on est toujours la même année et on s'est marié, on s'est marié c'est toujours la même année. Exactement. On est toujours je crois que c'est 1953 je crois, je sais plus. Ouais. Mais ouais, il y a ce truc super glaçant quoi. Et si tu quand elle essaye d'en parler en fait elle prend pour une dingue. Ouais, elle prend pour une dingue. Et ce qui fait qu'à un moment finalement elle va aussi faire parce que pour elle le temps passe quand même, s'il se passe des années en fait dans cette vie, des dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années. Et il y a vraiment en fait une vraie parabole sur la dépression clinique en fait, sur en fait toutes ces femmes qu'on a foutues à l'asile, qu'on a lobotomisées parce que simplement elles étaient pas heureuses en couple, parce que c'était un rôle qui ne leur correspondait pas, elles avaient pas d'option en fait dans la vie pour faire autre chose. Et c'est super intéressant comment c'est fait parce que tu plonges vraiment en fait dans le cerveau de cet être humain en fait qui est prisonnière de son statut à travers un moule de fiction, parce que là en fait grosso modo elle sait très bien qu'elle finira par, enfin elle pense qu'elle va finir par changer de vie et abandonner tout ça pour passer à l'étape suivante. Mais si tu le prends comme un truc réaliste, la femme qui justement est suicidaire, se met à tirer sur les animaux du quartier, regarde ses enfants et les prend pas comme des êtres animés qui sont dignes d'amour, etc. Enfin, il y a des scènes qui sont d'une brutalité. Si tu te dis qu'en fait Joan fait une dépression nerveuse, il y a des scènes qui sont d'une brutalité. Tu sais, quand elle rentre chez elle, et il y a le fameux découpage dont tu parles, elle défonce sa maison parce qu'elle réalise en fait que sa vie n'a aucun sens, que c'est une routine inintéressante qui n'apporte aucune stimulation, qu'elle est pas heureuse en fait, et qu'elle bousille le salon. Et quand son mari y rentre en fait, elle a remis son masque, en fait, elle a repris ce rôle de femme parfaite parce qu'elle pense que c'est ce qu'il faut faire. Vraiment, enfin voilà, moi j'ai déjà vu dans les familles proches de moi, on va dire, de mon histoire personnelle, j'ai déjà vu des gens comme ça, quoi. J'ai déjà vu des femmes qui étaient, enfin des femmes ou des hommes d'ailleurs, qui étaient dans cette espèce de côté ultra chaotique et qui se mentaient eux-mêmes en croyant justement que la vie était, enfin que leur vie était digne d'intérêt jusqu'à jouer ce rôle. Et à un moment donné, ça finit par craquer, quoi. Limite, tu peux te demander pourquoi est-ce qu'il a pas justement fini l'histoire par, parce que spoiler alert, non, John ne se suicide pas dans cet album, ce qui arrive est bien plus tordu, on va dire. Mais vraiment, ouais, il y a des scènes qui sont ultra poignantes, qui sont d'une grande beauté, quand justement elle finit par accepter peut-être que il y a une forme de bonheur dans ce qu'elle vit. C'est pas de l'amour, mais ça peut être du bonheur. Quand elle revient de l'asile aussi et que son mari en fait comprend très bien que il pourra pas la réparer, quoi. En fait, que ça va être comme ça et que c'est tout, et que c'est trop tard. Je peux pas revenir en arrière. Une fatalité sur la vie qui est vécue et qui passe à une grande vitesse. À côté de ça, il y a aussi un truc qui est assez intéressant parce que le cowboy devient un peu son confident, son ami imaginaire, son Tyler Durden à elle, quoi, qui incarne sa part de chaos et son envie de liberté. En fait, elle réprime cette envie de liberté pour vivre cette vie de femme modèle qui ne la contente pas, mais qu'elle s'obstine à faire parce que c'est ce qu'il faut faire en fait. Et ouais, enfin franchement, je trouve que, alors j'ai vu comme d'habitude les avis de nos amis américains qui, je pense, ont un problème général avec Tom King au point que même s'ils faisaient Watchmen demain, les mecs diraient c'est de la merde. Parce que là, franchement, je trouve que c'est écrit avec une telle finesse, c'est tellement intelligemment fait, c'est génial, enfin, graphiquement. Mais Elsa Chartier, enfin incroyable, quoi. C'est tellement beau. Personnages qui sont expressifs avec 3 coups de crayon.
les designs, les costumes, les décors, les couleurs sont incroyables. On n'oublie pas aussi de nourrir un petit peu la partie de l'intrigue pour le temps long. Tu vois, elle fait des rencontres qui peut-être amènent à d'autres éléments plus tard, je ne sais pas encore. Et la fin. Mais la fin, franchement, c'est un move de bâtard. Mais comme justement, tu peux en fait, comme tu la suis à travers ces décennies de vie, et qui a un côté très beau d'ailleurs, parce que elle va quand même jusqu'à un âge très avancé, et c'est assez inspirant sur le côté, bah non, mais ta vie ne s'arrête pas parce que t'as 80 balais, tu peux continuer à faire des rencontres, bien sûr, ouais. à t'amuser et tout, et limite justement, c'est quand elle est libérée de son mari, c'est terrible, mais c'est quand elle est libérée de son mari qu'elle est enfin prête à démarrer une vraie vie. Tu vois, mais je te dis, moi je trouve vraiment qu'il faudrait faire lire cette BD-là à des gens qui ont justement des problématiques maritales ou quoi, et ça pourrait peut-être éveiller des trucs, parce que vraiment, c'est même plus juste une allégorie, il y a vraiment un propos par rapport à ça, un discours par rapport à ça, et qui est ultra complémentaire du premier tome, qui était déjà, entre guillemets, une critique de c'est quoi la position de la femme dans l'imaginaire, quoi. Donc vraiment, putain de chef-d'œuvre, et effectivement, on sait que Chartier est fan de Jesse Lonergan aussi, et de Mike Mignola. On peut reconnaître des petits emprunts à droite et à gauche, mais là, très clairement, c'est tellement fluide, enfin, genre, le découpage est tellement bien fait que tu remarques quand c'est beau et quand il y a un effet stylisé qui est pris, et au bout de quelques cases en fait t'as oublié et tu rentres juste dans cette espèce de séquentialité mais vertigineuse, quoi. Il y a vraiment des moments où tu te dis mais ah ouais, mais pourquoi tout le monde ne décide pas comme ça, quoi. Donc non, vraiment grosse frappe. Moi je déplore que la série n'ait pas fonctionné. Je sais pas trop pourquoi. Après bon, c'est une création originale sur un personnage féminin, et ça met effectivement quelques numéros avant de démarrer, mais bon, je pense pas que la série soit promise à un grand avenir aux États-Unis non plus, parce qu'effectivement, bah, déjà, Substack, c'est fini. Tom King, il a d'autres choses à faire. Actuellement, il est scénariste chez DC Studios. Même Chartier, je serais pas contre l'avoir sur d'autres trucs, parce que même si c'est c'est hyper beau. Elle a été annoncée sur une nouvelle série, tu sais, avec voilà. Justin Lefort. C'est hyper beau. Par contre, effectivement, le fait que King se restreint à des périodes et qui, en fait, ne peuvent pas aller trop loin dans le temps, parce qu'il faut que ça reste rétro, tu vois. Et donc, moi, ça m'a pas gêné sur cet arc-là, parce que c'est une seule et même période qui est tellement creusée, tellement développée, tellement explorée, que Chartier a une vraie courbe de récréation pour trouver de nouvelles idées avec les mêmes matériaux, enfin les mêmes ingrédients, on va dire. Mais ça pourrait effectivement peut-être, je sais pas, j'ai pas lu la suite encore une fois, éventuellement un peu tourner en rond si ça devait continuer dans cette même charte graphique. Alors c'est pas un spoil, parce que de toute façon l'arc suivant, c'est le point de vue du cowboy en fait. Et donc on suit le point de vue du cowboy, de pourquoi il la pourchasse, de pourquoi machin. Donc ouais, c'est une autre. Mais pour moi, une autre dimension. Le souci à l'heure actuelle, c'est juste que en fait, bah le 15e numéro, c'est la fin de l'arc actuel, et la série en fait elle est en pause. On sait pas si et quand elle reviendra, quoi, parce qu'il n'y a pas de sollicitation depuis qui a été annoncé, quoi. Bah, c'est vraiment dommage, parce que un peu comme Snot Girl avec Brian Lee O'Malley, où on sentait qu'il y avait eu un léger refus d'obstacle à l'idée de reprendre le projet. C'est pour ça que ça a pris 4 ans, enfin 5 ans en vérité. Pour moi, ça fait partie des meilleurs projets de Tom King, hein. Très franchement, je fais une petite liste mentale. Évidemment, j'ai préféré Mr. Miracle parce que c'est probablement son chef-d'œuvre définitif. Sheriff of Babylon, c'était super bien aussi. C'était même plus personnel. Mais là, justement, le fait de le voir, quitter son cerveau. En plus, c'est pareil. Pourquoi c'est un mec qui parle aussi bien de dépression? Tu vois, c'est pas compliqué de comprendre que, en fait, Tom King, il met des éléments vraiment, justement, plus développés que, moi, c'est un super-héros qui fait ci, qui fait ça. J'ai bien aimé Danger Street, on va en parler juste après, mais c'est un autre niveau, là. Franchement, pour moi, oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il y a double Tom King. C'est beaucoup plus ciselé, beaucoup plus complexe. Et quand il n'y a pas ces putains de dialogues avec les feuilles et compagnie, enfin, c'est là qu'il est bon, en fait. Là, tu vois, si on fait un différentiel entre, même, franchement, en vérité, comment ça s'appelle, Joker Winning Card, j'ai adoré, attention, c'est vraiment bien. Mais c'est pour les fans de Batman, tu vois. C'est pas aussi unique que Love Everlasting. Et je pense que c'est plus ce genre d'œuvre-là qu'on retiendra de son parcours, parce que à force de faire des super-héros, tu te répètes, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Donc j'espère, à minima, si ça ne se poursuit pas avec ce projet-là, qu'il y aura d'autres créations à terme, peut-être qu'un studio pourrait être intéressé pour adapter le truc et le remotiver. Parce qu'en plus, c'est facile à adapter, hein, pour le coup, vraiment, c'est un super concept que tu peux vendre à la moindre plateforme, ça marche, tu vois. Et puis c'est un peu la mode d'ailleurs des Un Genre Sans Fin en ce moment. Mais donc ouais, franchement, moi j'ai vraiment me suis régalé, tant graphiquement que scénaristiquement. Je trouvais ça génial. J'étais un peu surpris parce que je m'attendais justement à un côté plus anthologique, et au final non, ça marche encore mieux quand c'est des bons formats. Donc lecteurs français, lectrices françaises aussi, allez-y et sortez-vous de la tête que c'est Tom King, le mec que vous aimez pas et tout. Vraiment juste prenez-le comme une BD qui parle de féminité intelligemment,
et qui a vraiment une façon de le faire qui et j'aimerais vraiment, moi, pareil, que Chartier soit un peu plus connu parce que putain, elle est trop forte, merde. Allez, donc ça coûte 18€ en librairie, toujours disponible a priori. C'était sorti au mois de mars dernier chez Urban Comics. Allez, on enchaîne, Corentin, avec une touche de super-héros. Une touche de super-héros chez Marvel, Deadly Neighborhood Spider-Man de Taboo et B. Earl avec notre ami Juan Ferreira au dessin. C'est quoi le vrai nom de Taboo déjà? Je sais pas, je suis pas Gomez, fan. je crois, Michael Gomez Peut-être. et Benjamin Earl Jackendoff. Peut-être. Je te le dis. Eh ben, merci déjà pour ces informations. Mais plutôt, alors, donc un titre qui fait, c'est un peu une suite, pas une suite directe, mais un peu on va dire, suite spirituelle dans le fait que Juan Ferreira avait fait avant le Spine Tingling Spider-Man, qui était déjà un récit horrifique en utilisant Spider-Man. Là, on est un peu dans ce genre de mouvance aussi, avec une approche un peu, horrifique, puisque Spider-Man va en fait sur la côte ouest des États-Unis, il s'éloigne de New York pour aller rencontrer une scientifique et tombe en fait sur une sorte de caillasse qui va commencer à lui faire avoir des cauchemars éveillés et va s'apercevoir en fait que c'est le fameux Demon Bear, vous savez, de la Demon Bear saga des New Mutants en fait, qui lui impose un défi, c'est-à-dire le retrouver au bout de 3 jours, sinon en fait il menace en fait de faire se déverser les cauchemars de tout le monde en fait dans le monde réel. Et donc, avec quelques morceaux aussi de mythologie amérindienne, native américaine, j'allais dire, méso-américaine peut-être, ouais. Je sais pas où est-ce qu'il a pris ces éléments-là, mais c'est l'un des éléments fédérateurs de sa bibliographie, enfin de leur bibliographie, puisque Taboo lui-même est d'origine native américaine. Ouais. Alors moi je vais être moins dithyrambique. C'est moins dithyrambique sur le scénario forcément. Voilà, en fait, c'est souvent le titre le plus faible de cette sélection de toute façon, mais ouais. Quand même Juan Ferreira quoi. Bah c'est ça en fait, c'est que il y a une erreur de casting à mon sens, c'est de considérer que Ferreira en fait est un petit dessinateur qui ne mérite pas de grands scénaristes. Je déteste pas ce que font Taboo et Benjamin Jackendoff, mais enfin B. Earl comme il dit. La Daredevil et Echo par exemple, c'est très sympathique. Oui, ça allait, oui. Voilà, là en l'occurrence, peut-être qu'effectivement c'était pas non plus le bon personnage pour cette histoire-là. Comme tu l'as dit, effectivement, Spider-Man va à l'ouest pour mener des expériences sur les vibrations et tout, donc point de départ intéressant, etc. Mais on le coupe de New York, de son entourage civil, et donc ça devient juste un Peter Parker en voyage au milieu de personnages qu'on ne connaît pas, pour lesquels on n'a pas d'affect. Et l'écriture. Mais pour lequel tu peux être curieux, quoi. Bah, je suis curieux, mais l'écriture me donne pas envie de m'intéresser à eux. Ce comics, pour moi, il a un intérêt qui est effectivement le dessin et l'occasion pour Ferreira de faire du Spider-Man horrifique, encore une fois. Et ça, c'est très bien fait. Avec plein de monstres aussi. C'est vraiment un des mecs qui a le mieux compris comment utiliser justement les yeux et la couleur pour en fait retravailler un peu notre perception du cinéma, de l'épouvante en BD. C'est-à-dire que vraiment, c'est beaucoup plus expressif qu'une BD. Un Paulette Zaqueta, par exemple, a des armes très différentes à défendre. Et la plupart des artistes d'horreur aujourd'hui, ils font de l'horreur d'éclairage, ils font de l'horreur de créatures, de design, ce que fait Ferreira aussi. Hein. Mais cette alliance qu'il arrive à trouver, et cette séquentialité aussi, ça bouge très bien. Hein. C'est vraiment, pour le coup, le mouvement est parfait à mon sens. Il y a une scène, une double page où on voit Spidey qui se déplace et qui fait une sorte de chorégraphie vue de côté. Ça, c'est magnifique parce qu'en fait, le mec a aussi un peu envie de flex sur le truc de ouais, vous savez ce que fait Aidan Sherman, ce que fait Joel Jones et compagnie, moi aussi je peux le faire, ne vous inquiétez pas les gars, ce que fait Leonardo Romero, voilà, enfin ces grandes scènes d'action, il sait les faire aussi. Les points de fuite, la perspective, les silhouettes, il y a rien à dire, c'est du gros boulot. Le Demon Bear, il a jamais été aussi flippant, même chez Sienkiewicz. Le design du Nightmare Spider, on va dire, tu sais, quand il a ce espèce de surcouche de bestialité, pareil, ça rend hyper bien. Autant d'éléments graphiques que vraiment j'ai pris plaisir à découvrir, mais j'aurais en fait aimé que la BD n'ait pas de dialogue. C'est en fait pour moi, tu pourrais. Parfois c'est un peu trop écrit aussi, ouais. Tu pourrais publier le même tome en tranchant en fait 50% de l'intrigue et juste faire un truc ultra expressif, ultra visuel, sans t'appuyer sur même plus folklorique, parce qu'il y a quand même toute cette partie science et puis sans spoiler, il y a un personnage à la fin qui a un costume qui sert à rien du tout. Oui, non, enfin, qui est très Venomerie du cinéma. C'est ça, voilà. Et voilà, moi c'est pas forcément un problème que j'ai parce que on a tellement de Spider-Man mal écrit en ce moment que celui-là plus qu'un autre c'est pas gravissime. Et c'est pas mal écrit. Oui. C'est pas mal écrit. C'est pas bien écrit. Ça manque d'intérêt surtout.
Et c'est mal rythmé, ça par contre oui, mais c'est pas mal écrit. Il y a des scènes qui sont sympathiques, il y a des vannes qui marchent bien, mais ça manque de talent en fait. Voilà, j'ai pas d'autre mot de façon de dire. Je suis désolé, c'est pas très critique de dire ça, mais ça manque de talent, ou en tout cas le talent n'est pas au niveau du dessin, et donc se crée une sorte d'Uncanny Valley sur le côté putain j'ai tellement envie de lire cette BD. C'est pas ça mais les dialogues me font chier, tu vois. Aussi c'est le décalage. L'Uncanny Valley, ça s'applique vraiment quand un truc qui est trop proche du réel avec un petit détail qui fait que ça t'en sort. Donc je pense que c'est voilà. Là, c'est trop proche de la qualité. Il y a un petit détail qui m'en sort. Bon, ouais. Tu te rattrapes bien. Mais donc voilà, c'est un peu le problème que j'ai. Je pense vraiment qu'il est temps que Juan Ferreira. Il va sur les TMNT maintenant. Voilà, c'est ça. Mérite ses galons dans l'industrie et qu'on arrête de le foutre sur des petits projets comme ça. Même limite qu'on arrête de le foutre sur l'horreur. Parce que c'est bête à dire parce que c'est un champion de l'horreur. Mais en vérité, les scènes civiles sont très bien là aussi. Bah, tu vois, il y a pas de nécessité de le prendre juste quand il faut faire peur ou quand il faut créer des dizaines de monstres. Là, quand tu regardes les scènes où ils sont au labo, quand ils sont au resto, quand ils jouent aux échecs avec son pote en fauteuil roulant, là, bah, c'est bien dessiné, ça dégueule pas, c'est pas mal, tu vois. Enfin, même au niveau des scènes d'action, même avec ou sans monstres, ça bouge super bien. Donc peut-être qu'il faut un peu varier la perception qu'on a de ce très bon dessinateur espagnol. Et voilà. Au global, moi, je la conseille pas parce que il y a d'autres trucs de Ferreira à lire avant, comme Colder, par exemple. Mais si vous voulez du Spider-Man qui change un peu graphiquement, et si vous en foutez des dialogues, ça fait le taf. C'est ça, c'est vraiment plus vraiment à conseiller quoi, si vous êtes fan aussi comme nous en fait du dessin de Juan Ferreira quoi. C'est plus dans cette optique là qu'il faut y aller, mais en même temps tu vois moi je conseille quand même plus cette lecture que là le Deluxe du Amazing Spider-Man de Zeb Wells qui vient de sortir, quitte à choisir si tu veux ta dose de Spider-Man. Je trouve que celle-là est quand même plus intéressante. C'est pas à comparer. Mais tu vois, on prend un projet de dessinateur Non-Stop Spider-Man de Chris Bacalo. C'était mieux gratté au niveau de l'écriture. C'était un peu mieux. Ouais. Parce qu'il y avait une économie de moyens qui allait juste. Oui. Ouais. On a compris lui se faire des scènes d'action. On va tout juste faire des scènes d'action. Des scènes verticales, que de la verticalité en plus tout le temps dans le découpage. Ouais, qui était ouf, qui était vraiment ouf. Très bien Corentin. Ensuite, un autre morceau de Tom King et alors c'est techniquement dans le registre super-héros parce que c'est sorti dans le DC Black Label. Ça s'appelle Danger Street, une maxi série en 12 numéros qui sort en un seul tome. Et ma foi, je pense que Urban a eu raison d'attendre et de le faire plutôt qu'en 2 tomes. À mon avis, ils auraient risqué d'avoir un gros décrochage sur la fin parce que c'est un récit très particulier qui va utiliser en fait que des personnages très mineurs de l'univers d'ici, donc de l'âge d'argent qui sont en fait parus dans une revue qui s'appelait alors c'était First Numéro Spécial, un truc comme ça vraiment. Et c'était une revue en fait qui avait un principe, c'est que tous les numéros étaient à chaque fois un premier numéro. Justement c'était un peu comme Showcase mais en moins bien. Il y a une postface de Jérôme Wiki qui explique vraiment toute la trajectoire éditoriale de cette publication pour comprendre d'où viennent les personnages, donc c'est hyper bien fait. Et donc pas mal de personnages qu'on ne connaît pas et qui vont, la plupart les gens les connaissent pas. Oui, c'est ça, la plupart, ouais. Et même moi, il y en a certains que je ne connaissais pas encore à l'heure actuelle. Pareil. Comme les Brad Boys là au début, quoi. Ouais. Genre c'est les casse-pieds en VF, mais je sais pas comment ils les appellent en VO. Donc en fait, mais c'est vraiment un récit un peu à la monté comme un polar à la Babel en fait, où les actions de chacun vont finir par avoir des répercussions sur celles des autres. Et en fait, ça démarre en fait avec 3 super-héros. Donc il y a Starman. Warlord et Métamorpho qui est le plus connu du titre, qui sera le plus connu, qui en fait veulent invoquer Darkseid pour lui casser la gueule et se faire accueillir dans la Justice League. Voilà. Sauf que en fait ils invoquent Atlas à la place, finissent par le tuer, mais en même temps il y a ces fameux casse-pieds de Danger Street qui sont partis faire une virée dans le désert, et en fait il y a un des gamins qui se trouve là, qui voit la chose et par accident en fait se fait tuer. Et partant de là en fait à la fois tu suis aussi le Jack Ryder qui vient d'être embauché par une grosse compagnie pour devenir le présentateur du grand JT américain, et tu t'aperçois que ses employeurs en fait ce sont des gamins aussi, c'est la Green Teen. Alors ça c'est vraiment un concept de gamins milliardaires en fait remis au goût du jour. Et donc bref, c'est réapparu il y a pas ultra longtemps d'ailleurs, mais... Voilà. Et en fait toutes les actions, en fait c'est ça, c'est que tous les événements, donc entre les gamins qui recherchent à savoir qui a buté leur copain, il y a une flic qui va enquêter aussi pour savoir qui est responsable de ça. Il y a le Manhunter qui est envoyé pour chasser les mecs qui ont piqué un artefact. Très bon personnage d'ailleurs. Ouais. Il y a l'assassin, j'ai oublié son nom, qui protège la Green Team, qui a aussi un rôle à jouer. Et puis c'est tout. Voilà, donc c'est déjà bien. Ouais, voilà. Et donc sur 12 numéros, vraiment une sorte de construction. Comment il s'appelle déjà C'est le Screamer.
Non, c'est le Creeper. Le Creeper, voilà. Jack Ryder, c'est le Creeper. Le Creeper. Son design incroyable. Ouais. Donc voilà des destins qui vont s'entremêler dans une histoire un polar en fait, tout simplement un polar où en fait vraiment le but c'est de savoir comment tout le monde ou pas va s'en sortir dans un récit où il y a des trahisons, il y a des morts, il y a des retournements de situation, il y a des quiproquos, il y a vraiment tout un tas de choses et c'est superbement illustré par Ray Fornes qui est franchement qui est et qui tient en plus sur les 12 numéros, il a tout tenu vraiment, il n'y a pas eu de filine et tout ça, donc vraiment grosse claque. Je trouve juste que la conclusion au final est un peu légère parce que tu dis que au final c'est pas une grande série qui va rester dans l'histoire de DC, mais dans l'exercice de style en disant vraiment je vais reprendre plein de seconds couteaux de personnages mineurs en fait dont vous avez déjà quasiment tous oublié l'existence et je vais quand même leur donner un peu d'intérêt pour que vous ayez envie de suivre ce qui leur arrive sur quand même 12 putains de numéros. Je trouve que King s'est fait un énorme plaisir en fait et avec une construction de récit qui se lit en fait, c'est vraiment un vrai polar un peu, c'est du page turning avec une narration qui est pour le coup très simple il y a pas de c'est pas ultra. Tu trouves quoi que c'est un peu compliqué? Il y a un numéro dans cette série. Enfin, il y a un numéro concept qui est génial, tu vois. Ah, je déteste. Ouais. Moi, j'ai trouvé. il m'est sorti. Après, je peux comprendre parce qu'il est quand même super long et je peux comprendre effectivement qu'il y en a plein qui l'apprécient pas. Moi, je trouve ça assez cool, vraiment. C'est au bout de 5 pages, vraiment, je t'en mode, ok, vas-y, je vais aller à la suite. Ouais. Du coup, je lis 3 dernières pages, je suis genre, tout ça pour ça, ok. Oui, non, là, c'est le pur. Mais après, j'aime bien quand parfois, j'aime bien, tu sais, quand les auteurs s'autorisent, en fait, la liberté de faire un plus ouais, c'est ça, oui. C'est clairement il spignole. Moi aussi en général, mais là je sais pas. Et donc j'ai trouvé que c'était donc une bonne lecture. C'est pas son meilleur parce que il y aura toujours Mister Miracle au moins devant. Mais j'ai trouvé que en tout cas le voyage était ultra présent, la destination peut-être un peu moins, mais vraiment le voyage, j'ai trouvé ça que c'était une lecture qui était passionnante quoi. Ouais, voilà. Moi c'est pas la destination qui m'embête parce que je me doutais que ça allait un peu terminer parce qu'on c'est un truc que King avait déjà plus ou moins fait. Enfin, comment dire, si tu prends Strange Adventures, c'est pas la fin de l'histoire qui pour moi mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Pareil pour Sheriff, d'ailleurs la fin de Sheriff, même d'ailleurs j'aurais du mal à m'en souvenir, tu vois, la fin de Sheriff of Babylon. Tom King il fait pas des fins forcément tonitruantes. En tout cas, la fin de Mister Miracle elle a ce côté charmant que c'est la famille, c'est l'amour, c'est le retour au bonheur et tout qui marche bien. Là, la fin me paraît même assez logique si on prend en considération l'idée que ce bouquin, à mon sens, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais c'est la déclaration en fait d'amour de Tom King au cinéma des frères Coen en fait. Si vous prenez No Country for Old Men, vous prenez Fargo, vous prenez la série Fargo aussi d'ailleurs, vous prenez comment ça s'appelle, The Big Lebowski, et vous prenez surtout Inside Llewyn Davis, vous secouez. Vous mettez les super-héros dont Arnaud vous a fait la liste il y a 5 minutes, vous recrachez, et vous mettez un petit peu quand même de Snatch de Guy Ritchie pour assaisonner. Et là, vous avez Danger Street. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, cette construction que le cinéma, et même un peu de Pulp Fiction aussi. Cette construction que le cinéma avait avant avec le MacGuffin. Tu vois, dans la valise, dans Pulp Fiction, le diamant dans Snatch. Là, voilà, c'est pareil. On a le bras de Métamorpho, on a le casque de Dr. Fate, et ces objets qui vont changer de pogne entre des factions avec des super vilains truands qui sont très connectés, qui ont leurs armes à eux. Un autre tueur qui est tout aussi équitablement dangereux et dont on sait qu'il va devoir croiser la route du super tueur. Voilà, encore une fois, Boris le Hachoir et Tony Danplon dans Snatch. Ces personnages qui vraiment parlent trop et qui sont insupportables. Ces vilains qui sont vraiment caricaturaux mais qui sont brillants parce que justement c'est des enfoirés et que c'est des bons enfoirés. Et Lady Cop qui va justement être la flic, exactement comme dans Fargo, qui en fait se retrouve à essayer de démêler le vrai du faux dans cette espèce de grand bordel qui n'a aucun sens en fait, et c'est l'écriture du non-sens qui est génial parce que il y a aussi ce côté loser magnifique dans les personnages qu'il a choisis. Il y a un côté hommage plus que critique ou parodie, vraiment c'est un hommage à mon sens au potentiel perdu de cette époque un peu où on créait des personnages qui avaient pas vraiment qui avaient qui faisait un peu ringard déjà à ce moment-là, tu vois. C'est là on dit le Manhunter, c'est pas le Martian Manhunter, c'est pas non plus le Manhunter de l'espace, oui. C'est le Manhunter d'une secte qui vit dans le sous-sol de la Terre, très Kirby pour le coup, et qui prévoit des trucs depuis 2000 ans. C'est ça, et qui grosso modo est encore dans ce côté ultra médiéval alors qu'il y a aucune raison, tu vois. Pareil, la Green Team, c'est vraiment les enfoirés capitalistes parce que normalement c'est pas censé être ça la Green Team.
Normalement, c'est des gamins sympathiques, quoi. Ils sont bons sous tout rapport et tout. Là, c'est vraiment, c'est Macron et ses potes le week-end, quoi. Et c'est des gamins. Et du coup, il y a le côté un peu cruel en plus, même peut-être volontairement, je ne sais pas, mais le côté un peu les jeunes grandes gueules de la tech ou des cryptos, etc., qui parlent à des adultes alors que bah c'est juste des petits cons en fait, quoi. Et la scène justement où ils recrutent le creeper, pardon, où il fout une tarte dans la gueule, tu vois, c'est ultra sec, quoi. Pareil, le creeper, donc, qui est la voix de l'extrême droite américaine, la voix trumpiste américaine, qui fait des éditoriaux à la Tucker Carlson, où il donne son point de vue sur la société et tout. Et lui, il est payé par les puissants pour faire ça. Enfin, il y a aussi de la politique, tu vois, il y a aussi un discours qui est pas inintéressant. Il y a le côté polar froid à la No Country for Old Men, où effectivement, t'as ces figures qui, clairement, ne sont pas là pour déconner, et qui, si tu les croises, ils vont te défoncer la gueule, et c'est comme ça. Enfin, il y a tous ces ingrédients que moi j'adore. Et vraiment, je tiens à signaler ce point-là. Moi, j'ai toutes les raisons du monde d'adorer Danger Street. Je trouve que c'est très bien construit. Si tu fais un plan avec le scénario pour voir qui interagit avec qui interagit avec qui, c'est ultra bien logique, c'est ultra bien foutu. Ça marche, clairement. Même la fin, je te dis, moi, marche très bien. Et l'utilisation des New Gods me fait rire parce que c'est encore une fois le mec qui a fait Mister Miracle, où déjà t'avais le côté, il y a Orion qui va chercher Mister Miracle, ils sont sur le canapé avec sa gonzesse, quoi, tu vois. Et ce côté un peu, tu prends le premier degré des années 70 et des comics justement à la Kirby et tout, et t'en fais un truc très trivial, très très couillon, ou même très très maladroit, tu vois, genre littéralement les trois avec leurs costumes au début, même Métamorpho, tu vois, j'adore Métamorpho, mais tu le vois à côté du Warlord, etc. Enfin, ça fait un peu pitié, tu dis mais d'où sortent leurs costumes, et ils sont très bien rendus justement par le dessin de Fornes, qui ne les prend pas comme une blague, mais par contre on t'envoie un signal que ça a été ça DC Comics aussi, tu vois. Mais on peut essayer d'imaginer une histoire plus sérieuse, une histoire plus noire, plus froide et tout, avec ces mêmes héros. Même de la même façon que le parcours de Lady Cop est super intéressant, tu vois. Maintenant, à mon sens, il y a un problème de structure, il y a un problème d'équilibre, en fait, ça fit pas, parce que Tom King s'écoute écrire, comme il le fait souvent, hein, il aime bien ses placements de dialogue, où les personnages lâchent une anecdote très personnelle qui n'a aucun rapport avec l'intrigue, et qui sont là pour qu'on développe leur caractère à eux, dans in situ, enfin, dans un moment donné où on a besoin de comprendre ce qu'ils ressentent. Et il le fait très souvent, surtout avec les gamins, qui au bout d'un moment me tapent un peu sur le système. C'est pas gravissime en soi, mais du coup je me suis un peu ennuyé à lire ça en fait de mois après mois. Au final, quand je l'ai relu, alors que moi je l'ai lu en une fois avec voilà, la version album. Et quand je l'ai relu en trade, d'ailleurs j'avais écrit une critique, je crois, dans les Review Express VO, rappelez-vous, pour faire un peu le bilan, et je pense que ça résume bien mon sentiment. C'est une très bonne histoire, je suis content qu'elle existe. J'aime beaucoup l'exercice de style. Je pense que je prendrais plaisir à la relire encore, mais il y a des fautes de goût en fait qui font que ça n'arrive pas à la cheville certains autres travaux de King. Ceci étant, je pense que ça aurait le potentiel justement de lancer des clones de ce genre de projet avec d'autres créations du catalogue DC, mais peut-être pas en 12 numéros. Parce que son côté formaliste justement le motive à faire du 12 numéros, parce que c'est l'héritage de Watchmen, parce que c'est ce qu'il avait fait par le passé, c'est ce qu'il avait fait Danger Street, ce qu'il a fait avec Mister Miracle et compagnie. Enfin, il aime bien son 12 numéros. Là, je pense qu'en 10 numéros, ça aurait pu tenir, ça aurait été plus rapide, on aurait peut-être moins de dialogues qui ne servent à rien. Et vraiment, alors on va faire une petite pause dessus quand même. Le numéro avec Manhunter qui affronte l'assassin dont j'ai oublié le nom. Sur le toit. Sur le papier, moi, franchement, pareil, je suis le client parfait de ce genre de produit. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que, donc, le Manhunter qui est envoyé, c'est le tueur principal du truc, c'est le Manhunter qui poursuit les gens et qui les élimine les uns après les autres. Et donc, l'assassin qui est le mec qui garde la Green Team. C'est le garde du corps. Et en fait, ils sont de puissance équivalente. Et on te le dit, en fait, c'est deux connards qui ont été élevés par les mêmes parents sadiques qui leur ont appris à tuer, etc. Donc, ils auraient toutes les raisons du monde de s'adorer s'ils ne devaient pas se tuer. Et en fait, on te fait ce numéro, comme dans Princess Bride, où en fait, t'as deux super tueurs qui vont connecter pendant la bataille en découvrant des points communs. Mais c'est écrit, alors moi je l'ai lu en VO, hein, mais c'est écrit avec un niveau d'anglais soutenu, extrêmement philosophique. Et on sait, Tom King est un grand fan de philo, extrêmement psychologique. C'est anti-réaliste au possible. Personne ne parle comme ça n'a aucun sens. Pareil, ils s'écoutent parler, mais c'est bien, hein, du coup ils s'écoutent dialoguer, mais ils se reprennent sur des concepts. On dirait vraiment Platon et Socrate qui se font un combat de pouces, quoi. Ouais. Et en fait, tu étais content, mais au bout de 5 pages, t'as compris l'idée. Mais il te reste 18 pages encore avant la fin. Et du coup, bah, tu lis, et tu te dis, bah, il y en a un qui va tuer l'autre en secret, ça va être le twist du numéro. Et non, ça n'arrive pas. Et à la fin, quand il y en a un qui va le tuer, et il le tue pas, et il le remonte, et tu dis, oh non, mais arrête, laisse-moi sortir. Et ça m'a rappelé, en fait, les numéros de Mr. A de Ditko,
qui est un personnage qu'il avait créé pareil pour faire la démonstration de la théorie de l'objectivisme d'Ayn Rand, où pareil c'était que des dialogues où ils se parlent que en philo et tout, où tu te dis mais il y a aucune humanité, il y a aucune interaction, ça marche pas du tout. Et franchement ce numéro là à la fin je suis en mode, quand je vais devoir relire la série, je sais que je vais le sauter. Je sais que je vais sauter ce numéro parce que vraiment il m'est tombé des mains, c'était odieux. Donc voilà, à ne pas refaire ça avec Tom King, mais à refaire des petits chassés-croisés comme ça avec des personnages poussiéreux qu'on peut remettre au goût du jour avec un côté un peu polar et rigolo. Pourquoi pas. Moi je la conseille quand même. Ouais. Mais parce que aussi j'aime beaucoup le travail de Fornes. Vraiment, c'est l'un de ses plus beaux projets, mieux que Rorschach même, tu vois. Ouais, et puis de toute façon, Rorschach était trop long aussi. De maîtriser aussi tout. Tous les personnages différents et de les mettre sur un pied d'égalité, qui sont tous crédibles, que t'as envie d'y croire aussi et à te les rendre attachants en fait, hein, parce que t'as vraiment, Lady Cop trop cool, tu vois, en vrai. Ouais, elle est géniale. Elle. En plus, c'est marrant parce que il en fait pas une super héroïne en fait. Ouais. C'est juste une flic, mais c'est les gamins du quartier qui l'appellent Lady Cop parce qu'elle s'appelait Lady Cop dans la série comics. Ouais. Et elle dit, mais non, arrêtez de m'appeler Lady Cop. Ouais, c'est traduit par fliquette, du coup, okay. Il faut pas l'appeler comme ça, quoi. Ouais, du coup, ils veulent vraiment pas, quoi. Donc, plutôt chouette lecture. Donc en plus, un album assez épais, hein, c'est 376 pages. Du coup, donc c'est dispo chez Urban Comics pour 36€. Ensuite, Corentin, je crois qu'on va terminer avec le seul album qui n'est pas du comics en tant que tel. D'ailleurs, on pourrait même avoir un débat à terme sur qu'est-ce que c'est au final comme type de bande. Selon moi, c'est un manga. Ça a l'apparence, ça a la forme, parce que c'est beaucoup de noir et blanc, mais un peu de couleur aussi, mais en tout cas dans un plus petit format. Dans un format en broché souple, avec en plus quand même Rours, du coup, parce qu'on parle de Jaune, de René Rours qui a quand même un style qui est très très inspiré par le manga. Donc ça s'appelle Jaune, c'est un slasher. Corentin. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, sachant que quand on en parle aujourd'hui, on aura déjà eu l'interview avec René Rours sur le projet. Donc ceux qui l'auront écouté savent un petit peu de quoi ça parle, mais là on est là plutôt pour avoir aussi ton avis sur notre discussion sur ce que c'est. Est-ce que c'était bien ou pas? C'était bien, oui. Alors ce que c'est, pour comprendre ce que c'est, faut sans spoiler, ouais. Déjà ce qu'est le slasher en tant que tel. Sans faire un historique très compliqué ou très développé, c'est un genre de fiction qui apparaît dans les années 80 sur la base de films précédents, notamment de la vague italienne des films de Giallo, beaucoup de Mario Bava et de Dario Argento notamment, et avec quelques productions américaines, notamment la Massacre à la tronçonneuse, chef-d'œuvre de Toby Hooper, Black Christmas aussi, et quelques petits produits par-ci par-là. On cite Psychose, on cite les 10 petits soldats d'Agatha Christie, mais c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il faut comprendre que le slasher, il a quelques grands référents, parce que même s'il y a eu beaucoup de films, on considère qu'il y a un peu des sous-genres dans le sous-genre. C'est-à-dire qu'il y a le slasher événementiel, comme Vendredi 13, qui apparaît justement sur la date de Vendredi 13, et qui va en fait créer l'idée que on peut maintenant juste tout dépouiller de toute forme d'histoire, etc., suivre des monos dans un camp de vacances, au bord d'un lac, et c'est tout. Il n'y a pas plus que ça en fait d'histoire à aller rechercher. Il y a eu beaucoup de clones de Vendredi 13 à tel point que c'est devenu en fait une sorte de poncif, souvent parodié, reproduit. Alors il y a des renversements comme Sleepaway Camp, il y a Bible Camp aussi, je crois. Enfin il y a tous les camps en fait grosso modo de vacances où on met de jeunes gens qui une fois loin de la société, entre potes avec des bédos, de la bière et des capotes, vont en fait juste baiser, fumer et être un peu mesquins les uns avec les autres. Et il y a souvent aussi d'ailleurs ce côté dans les slashers où on punit justement les mauvaises mœurs, on punit les caractères égoïstes, les gens qui n'aiment pas faire leur travail ou qui font des vannes sur les handicapés par exemple. Vous pouvez être sûr qu'ils vont se faire tuer en premier. Ça c'est souvent les jeunes filles qui sont bonnes sous tout rapport et qui sont sympathiques et souriantes et entre guillemets plus prudes que leurs camarades de classe ou leurs camarades de fac, qui elles survivent à la fin, deviennent la Scream Queen et compagnie. La Final Girl. La Final Girl, pardon. Ouais. Alors moi j'ai bien aimé cet album, pardon, parce que justement c'est un alors juste dans l'intrigue en fait. Oui, vas-y. Juste que c'est un camp, pareil, c'est un camp de jeunes avec notamment une jeune fille, Lucie, qui se fait particulièrement brimer, maltraiter par ses camarades. Et on parle de la légende d'un slasher qui aurait sévi là il y a des avec années. Un ciré jaune. Voilà, qui porte un immense ciré jaune, une biche sur l'épaule et qui entrait
les bois environnants. Ça se passe au Canada, dans les massifs canadiens. Et donc ce slasher va apparaître, en fait. On va aussi le voir apparaître en train de zigouiller des gens, en fait, et avec des scènes de flash forward et de flashback. Voilà, et sans en dire plus. Voilà. C'est ça. Alors moi j'aime bien, donc comme je disais, cette histoire-là, parce que en fait c'est un slasher alpha. C'est-à-dire que il y a eu après Scream une envie, en fait, de se moquer un peu du slasher qui est tellement de faire une méta commentaire, tellement été reproduit, décliné, qu'en fait on a fini par étouffer sous le poids de ses codes. Wes Craven est arrivé, a dit bon, moi je m'en fous un peu du truc, et il a déconstruit. Et aujourd'hui, quand on voit des séries comme American Horror Story 84 ou le film The Final Girl d'ailleurs, avec super chouette. Olivia Wilde, je crois, où il y a beaucoup de parodies. Non, c'est avec Final Girl, c'est avec Vera Farmiga. Oui, c'est ça de American Horror Story. La daronne, c'est pas Olivia Wilde. Ah, peut-être, ça je me rappelle plus. Bref, peu importe, c'est pas grave, mais matez-le, il est très bien. Il y a du coup souvent ce côté, alors que moi pour le coup c'est bête à dire, mais j'aime beaucoup les Vendredi 13 dans leur côté dépouillé, parce qu'en fait c'est des films nuls mais qui te donnent exactement ce que tu veux voir quand tu vas au drive-in ou au film de minuit avec tes potes. C'est du slasher défouloir, c'est du slasher démonstratif, c'est juste ça explose, il y a un héros qui n'a pas de caractère, il est vide, il est froid, il massacre tout le monde avec sa machette, c'est Jason Voorhees, il est trop classe, cet enfoiré. Mais et t'en as d'autres, mauvais films, attention, parce que je tiens à le dire quand même que c'est des mauvais films, je les adore moi, mais ils sont mauvais parce qu'ils sont nuls et trop bien. Et là en l'occurrence, alors j'ai pas du coup écouté l'interview dont tu parles, mais on revient à ce côté camp de vacances, on revient à ce côté le ciré même qui fait un peu sur l'été dernier, mais qui n'est pourtant pas une référence de oui, je me doute. Après là en l'occurrence, moi si je devais citer une référence principalement, je dirais Sleepaway Camp, et ce sera probablement accidentel s'il l'a pas vu, parce qu'il y a vraiment une idée, sans spoiler, de Sleepaway Camp qui est dans Jaune. Voilà, vous matez le film et lisez la BD, vous comprendrez. Mais j'aime bien justement le fait de revenir vraiment à cette base-là, en fait. C'est-à-dire c'est pas un slasher où les héros, en fait, ont vu tous les films d'horreur de la Terre. C'est pas un slasher où on va te dire, on a déjà fait ça avant, on peut plus le refaire. Non, on revient vraiment à la base et on en fait un plaisir esthétique, parce que c'est quand même très beau, c'est très bien gratté, très bien dessiné, pardon. On retourne aussi au côté un peu lubrique du slasher. Il y a du cul, il y a de la drogue, et il y a aussi un discours sur le côté la violence qui se transmet, ce qui est plutôt intéressant. D'ailleurs, ça fait très run, ça, pour le coup, un peu. Ça fait un peu Low Reader, je trouve, en vérité, dans la forme, du côté nos humains, en fait, sont capables du pire, et les monstres, en fait, c'est pas du tout ce que vous pensez. Peut-être, c'est plus compliqué que ça. C'est tous, quand tu rentres dans cet univers-là, grosso modo, renonce à tout espoir et follow le corbeau, quoi. Donc ça, j'ai beaucoup aimé l'espèce de twist que tu peux voir venir si t'es pas trop con. En fait, il y a deux formes que tu peux voir venir. En fait, il y a deux formes de twist que tu peux voir venir. Je trouve qu'il y en a une qui est assez évidente. Ouais. L'autre qui, en fait, que tu découvres vraiment sur la toute fin, qui l'est un petit peu moins, en fait, parce que et surtout qui implique justement que après cette introduction formelle, en fait, qui est, comme tu dis, dans le registre alpha, en fait, du slasher, à mon avis, pose les bases d'une intrigue qui peut aller beaucoup plus loin, parce que ça se soulève plein. Enfin, la scène finale te pose plein de questions, en fait, sur cette question de qu'est-ce qui se passe, en fait, pendant toute la durée, en fait, qui sépare, on va dire, les deux périodes temporelles, tu vois. Oui, ou même qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois que t'as posé cette idée-là, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que moi, je te dis, ce que j'apprécie, en fait, c'est vraiment que les codes sont là, c'est naturel, c'est bien foutu, tu crois au personnage. T'as ce côté cruel, vraiment bêtement cruel, que tu peux avoir dans les films d'horreur des années 80, en fait, où, bah ouais, les gamins, c'est des enfoirés, quoi. Tu vois, pareil, une fois coupés de toute surveillance et compagnie. Les personnages me paraissent crédibles. J'aime beaucoup le trait de Roars. Et aussi, effectivement, cette espèce d'amalgame qu'on fait, parce que pour moi, c'est pas un trait qui fait tant manga que ça. Enfin, non, mais évidemment qu'il fait manga. T'as littéralement des personnages, c'est 17, quoi, donc. Oui, tout à fait. Non, mais il fait manga, on est d'accord. Mais je veux dire que je sais pas si c'est volontaire, accidentel, si Roars a juste grandi avec la BD de Ron. Même je reconnais un peu, moi, enfin, je crois reconnaître un peu de Ron dans ce coup de crayon, ses yeux super expressifs et tout. Et même la façon dont Ron dessine les personnages féminins dans MFK, tu vois. Tu peux trouver de légères correspondances. Qui en fait en font un objet qui est assez métissé. Même tu vois le côté canadien, c'est assez rigolo, parce que une bonne partie des slashers étaient tournés au Canada, en fait, qui avait des déductions fiscales, et en fait la plupart des films de cette période-là, en fait, ont été tournés sur place. Mais ça donne le côté un peu c'est des codes très américains, tu vois, avec cette nomenclature, ces noms, ces paysages, etc., qui font justement plus français. En fait, moi je me suis demandé à un moment donné si ça passe en France, parce que on parle de bled, des compagnies qui ont des noms français. Ouais, mais c'est pour ça, c'est plus Canada-Québec, en fait, ce genre de choses-là, quoi. Avec la modernité des smartphones et compagnie qui vient croiser le passéisme, en fait, des histoires autour d'un feu de camp et compagnie.
Il y a un côté assez, vraiment déclaration d'amour, à mon sens, à cette espèce de genre complètement absurde, et on n'a pas tant vu que ça en BD. Tu vois, là, actuellement, j'essaie d'écrire péniblement un article sur le sujet, sur les slashers en comics, par exemple. Il y en a pas vraiment de frontaux. Il y a pas vraiment, en fait, beaucoup de BD qui se sont dit, faisons juste un slasher. Souvent, c'est des parodies, des déconstructions, on va aller machin, on va aller bidule. Que là, pour le coup, de l'intro, alors après, ça a évidemment évolué, mais l'intro part quand même d'une base qui est justement beaucoup plus respectueuse et qui cherche pas forcément à faire le gimmick immédiat, pour aller à l'essentiel, et qui, pour moi, ça marche super bien parce qu'en fait, on croit vraiment à cette intrigue sans se dire qu'on a déjà vu ça ou autre. Et avec cet habillage, justement, graphique qui est super bien. Ces pages en couleur aussi, qui, là, pour le coup, font manga avec les premières pages en couleur qui suivent après le reste du numéro en noir et blanc qu'on voit dans plein de séries qui sont publiées au Japon. Je suis curieux, par contre, de la suite. Parce que ça peut être super casse-gueule. En fait, une fois que t'as fait ce twist-là, c'est comment tu rebondis. Ouais. Ça, moi, c'est plus ça que j'ai envie de voir. Mais qui m'intéresse, du coup, qui me rend vraiment, vraiment très, très curieux, en fait, sur, c'est, ok, en fait, c'était l'introduction, fallait poser vraiment l'introduction. Et maintenant, en fait, c'est ce que je leur dis de mémoire dans l'interview, c'est un peu, c'est au tome 2 que la vraie histoire commence, en fait. Enfin, que le vrai propos narratif peut se dévoiler. Après, il y a aussi un truc, c'est que dans cette catégorie de fiction, où on est peut-être moins regardant, au cinéma, je précise bien, moins regardant sur les détails d'intrigue, etc., il y a le principal critère distinctif qui est l'exécution, en fait, même des meurtres. Et c'est là-dessus, en fait, que justement des mecs comme Craven avec les Griffes de la Nuit ou autres se sont distingués. Là, il y a moi, j'aime beaucoup celle du train, par exemple, tu vois, c'est inattendu parce que généralement, Slasher, il a une arme. Là, pour le coup, le train est l'arme. Ce qui rend plutôt pas mal. Je pense qu'on peut aller plus loin encore. On peut faire plus dégueu. Enfin, ça donne des goûts personnels. On peut faire plus dégueu ou même plus cringe, vu qu'on est dans un comics. Parce que tu sais, dans les slashers, tu t'y crois pas forcément, mais des fois, t'as une flèche qui traverse une gorge, tu te dis, ah, dégueulasse. Enfin, toi, tu t'en fous parce que t'as un cœur en pierre. Mais c'est quand même des gens qui meurent. Hein. Et là, tu vois, voilà, j'ai aussi hâte de voir le potentiel de la BD pour imaginer justement un habillage bien, tu vois, on défonce la gueule et tout. Parce que ça fait partie des codes du genre. C'est pas juste moi qui veux voir des gens se faire tuer. Hein. Non, bien entendu. Et je me permets juste de faire un balise spoiler juste pour la question de moi principale qui m'intéresse. Donc si vous avez pas lu l'album, vous pouvez couper le podcast parce qu'il n'y a pas d'autres chroniques après. Tu vas parler de cul? Non, pas du cul. Non, sur le cul déjà, la partie qui m'intéresse, tu vois. Oui, c'est vrai que aussi la partie, est-ce qu'il y en aura encore autant que je pense pas forcément que ça s'y prête, mais du coup, j'étais quand même content aussi parce que j'en ai déjà parlé aussi, mais c'est vrai qu'au final, même des scènes de cul comme ça, aussi graphiques, en fait, même moi, ça m'a surpris, en fait. Il y a une scène notamment qui m'a vraiment surpris. Je me dis, ah ouais, ok, ils vont dans cette direction. Enfin, j'étais content quand même parce que ça manque, en fait, tout simplement en général. Mais non, plutôt la question que je pose, c'est effectivement, c'est à partir du moment où tu vois que Lucy a été prise en main par le slasher original, c'est comment elle a été formée, tu vois. Et à mon avis, là, tu peux avoir des dingueries en termes d'efficacité, de comment il va lui apprendre l'efficacité de la mise à mort et tout ça. Je pense que ça peut vraiment être super chouette à regarder, quoi, tu vois. Moi, je vais pas spoiler Sleepaway Camp, du coup, mais c'était ça que je voulais dire. Mais vous verrez. Juste un truc, c'est bien la première meuf qui laisse son chat dehors parce que son mec supporte pas et que du coup, le chat est dehors sous la pluie. Il se fait tuer. Peut-être un détail de la scène. Si c'est le cas, elle mérite la mort. C'est pas un chat dehors. Sinon après il peut se faire écraser. Ils sont autonomes et ils s'en battent. Rien à foutre, il pleut. Ok, très bien. C'est un scandale, elle méritait la mort. Donc voilà, Jaune, c'est recommandé. Ce sera une série en 3 tomes. Donc Et juste attends, ils t'ont dit quels référents cinématographiques ils sont utilisés là? Oui, écoute le podcast. Oh, t'es relou. Bah oui, les gens veulent savoir là. Mais les gens auront écouté le podcast puisqu'il est en ligne et c'est vachement plus intéressant d'entendre les auteurs en parler eux-mêmes. Corentin, on en a donc Jaune au label 119 chez Rutsef pour 13,90 €. Une série donc qui sera faite en 3 tomes au total. N'hésitez pas à vous jeter dessus. Surtout qu'en plus, je crois qu'il y a des librairies qui font, et ça j'ai trop les nerfs parce que forcément, j'ai trop les nerfs, c'est on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais dans les librairies qui y participent, il y a en fait des cartes holographiques là avec le slasher qui apparaît un petit peu. Donc voilà, c'est un petit goodies bien pensé, bien stylé. Et donc Corentin, on en a terminé pour ce Back Issues. Si vous avez apprécié l'écoute de ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir. Dites-nous ce que vous avez lu dans la sélection ou ce que vous avez lu en dehors de la sélection. Ça nous intéresse toujours. Et voilà. Et si vous connaissez des libraires, n'hésitez pas à en parler aussi autour d'eux. Et ma foi, on se retrouve très bientôt pour les prochains podcasts. Salut!
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. On vous l'avait dit, on sera plus régulier pour la fin d'année et voilà, on est back dans les bacs. J'ai rien, Allez, on recommence. Non, on va pas recommencer, mais j'aurais voulu avoir le talent être un artiste. J'aurais voulu avoir la verve pour pour rebondir sur ton jeu de mots. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut le prendre plus comme une sorte de bruit d'oiseau pendant que tu traverses une forêt, tu vois, faut pas faire attention. Moi, je dis mon truc, toi, tu continues ton intro. C'est vrai, mais je sais pas, peut-être que ça peut être désagréable, en fait. On aurait peut-être dû faire une pause entre les podcasts. Peut-être qu'on aurait dû faire ça. Crevé, là, en fait. Peut-être qu'on va recommencer vraiment. Allez, Back Issues.